Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur la plateforme Takana Academy. Merci pour votre présence sur le cours d'aujourd'hui. Nous allons aujourd'hui réfléchir sur un sujet de dissertation que j'inscris dans le domaine 3 de votre programme intitulé Épistémologie. Et donc le sujet est le suivant. Que pensez-vous de l'idée selon laquelle la science n'est pas la possession de la vérité, mais sa recherche? C'est un sujet de bac 2006. Et donc, c'est sur ça que nous allons réfléchir ensemble. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de vous montrer comment réussir sa dissertation avec des méthodes très simples. Alors, le but de ce cours, c'est d'abord, ou bien, pour bien dérouler ce cours, nous allons, dans un premier temps, proposer une introduction. Dans la deuxième partie, une proposition des grandes idées sur pour le développement. Et dans la troisième partie, nous allons proposer un modèle de conclusion. Alors, je précise que pour l'introduction, nous allons détailler les choses. Amorce, poser et formuler le sujet, dégager la problématique, puis l'annonce du plan. Et chacune de ces parties se fera de manière distincte. Et pendant ce temps, il n'y aura pas de questions. Une fois terminée une partie, je vous donne la parole. Après, vous allez me dire si vous avez compris ou pas. Donc, pendant que je traite une partie de l'introduction, vous n'allez pas poser de questions. Ça nous permettra d'aller vite et gagner plus de temps. Comme ça, tout un chacun aura sa propre compréhension du cours, puisque vous n'avez pas les mêmes difficultés. Sans plus tarder, je vous rappelle, premièrement, nous allons proposer un modèle d'introduction avec des étapes différentes pour chaque partie. Le sujet est le suivant et je vous avais donné tout le temps des règles que vous pouvez utiliser, des règles très simples pour réussir votre introduction. Alors, premièrement, je vous avais dit, quand on vous donne un sujet de dissertation, aujourd'hui nous allons faire comme si nous sommes déjà face aux épreuves du bac. En tant qu'élève, je suis face à l'épreuve. Que vais-je faire pour réussir ma dissertation? Premièrement, règle numéro un, identifiez le type de sujet que vous avez. Identification du type de sujet. Qu'est-ce que cela signifie? Il faut que vous sachiez d'abord, est-ce que j'ai un sujet de type interrogatif ou bien j'ai un sujet de type affirmatif? Si c'est un sujet de type interrogatif, règle 2, transformer l'interrogation en affirmation. Transformer l'interrogation en affirmation. Transformer l'interrogation en affirmation. Donc ça, c'est la règle numéro 2. Transformer l'interrogation en affirmation. Qu'est-ce que ça donne? On me dit, que pensez-vous de l'idée selon laquelle la science n'est pas la possession de la vérité, mais sa recherche? Maintenant, là, j'écris, la science, la science n'est pas la possession de la vérité, mais sa possession. Mais sa possession. Là, c'est vrai que j'ai là, je viens de transformer l'interrogation en affirmation. Alors, après avoir transformé le sujet en affirmation, règle numéro 3. Je cherche le thème à partir du sujet. Je cherche le thème. Donc, cherchez le thème du sujet. Cherchez le thème du sujet. Dans ce sujet, il est question de quoi? La thèse qu'on vous donne, chaque sujet qu'on vous donne, retenez bien, c'est une réponse par rapport à un thème bien précis. Je précise, chaque sujet qu'on vous donne, c'est une thèse, c'est une réponse par rapport à un thème bien précis. Maintenant, la question qui se pose, quel est ce thème? J'ai dit, la science n'est pas la possession de la vérité, mais sa recherche. La science n'est pas la possession de la vérité, mais merci, sa recherche. Sa recherche. Merci beaucoup. Cherchez le thème du sujet. Le thème,
C'est le thème à partir duquel la thèse a été avancée. Maintenant, c'est quoi le thème du sujet? Dans ce sujet, il est question de la recherche ou la nature de la recherche, la nature de la recherche scientifique. C'est ce dont il est question ici, la nature de la recherche scientifique. Alors, après avoir trouvé le thème, ça c'est le thème du sujet. Après avoir trouvé le thème, maintenant, règle numéro 4, transformer le thème sous forme de question. Transformer le thème en interrogation pour trouver le problème. Pour trouver le problème philo, le problème philosophique. Alors, ici, si on transforme le thème sous forme de question, on aura ceci, puisque le thème est la nature de la recherche scientifique. Maintenant, on aura ceci comme problème. Comment, comment se caractérise, comment se caractérise la nature de la recherche? Comment se caractérise la nature de la recherche scientifique? Là, vous voyez, on a transformé le thème sous forme d'interrogation. Et nous avons notre fameux problème philosophique qui pose tant de problèmes. Alors, après avoir transformé le thème sous forme de question et trouvé le problème, maintenant, puisqu'on connaît déjà notre thèse, parce que la thèse est déjà là. Et encore, la chance que vous avez avec ce type de sujet, vous avez non seulement la thèse, mais vous avez aussi l'antithèse. Ce sont des sujets qui sont quand même spécifique. Parce que vous avez ici une conjonction de coordination. Mais on vous a donné deux positions. On a exclu la première et la deuxième, c'est ça la thèse. On a dit, la science n'est pas la possession de la vérité, mais sa recherche. La science n'est pas la possession de la vérité, mais sa recherche. Est-ce que vous comprenez? Alors là, déjà, vous avez la thèse, mais aussi vous avez l'antithèse. Ce qu'on a nié, c'est ça qui sera votre deuxième partie. Ce qu'on a affirmé, c'est ça la position ici de l'auteur. Alors là, nous allons maintenant définir la thèse et en même temps l'antithèse. Et donc ici, je mets thèse de l'auteur, c'est que la science est la recherche de la vérité. La science est la recherche de la vérité. Antithèse, ici, la science, deuxième partie, la proposition qu'on a niée, la science est la possession et la possession de la vérité. Là, vous venez de régler tout votre problème. Maintenant, nous allons construire les différents éléments de l'introduction à partir de ce travail de brouillon. Comment faire? C'est simple. Proposition d'introduction. Je mets ici proposition d'introduction. Proposition d'introduction. Alors, je sais que l'introduction est composée de plusieurs parties. Maintenant, dans mon brouillon, je vais traiter chaque partie, étape par étape, pour m'assurer que j'ai très bien compris. Je mets ici un amorce. Amorce,
J'ai trouvé le thème. Je peux commencer avec ça. Je mets par exemple la question. Là, je mets direct le thème. La question de la recherche, n'oubliez pas, je souligne le thème encore. La question de la nature de la recherche scientifique, la question de la nature de la recherche scientifique pose de sérieux débats entre, là, le reste, je mets ça en noir. Je mets ça en noir. Pose de sérieux débats entre les scientifiques. Point. Je continue. Pour certains, virgule, la recherche, la recherche scientifique consiste à produire des vérités absolues. Point. Or, pour d'autres, cette quête scientifique de la connaissance est éternelle. Point. Là, je viens de terminer mon amorce. Et dans cette amorce, j'ai précisé les différentes théories qui ont été avancées autour de la problématique de la nature de la recherche scientifique. Dans le sujet, encore une fois, je vous ai dit, le plan est déjà donné. Vous n'avez pas à inventer quoi que ce soit. Dans le sujet se trouvent deux positions. La première consiste à dire que la recherche scientifique est éternelle. Autrement dit, le rapport que la science entretient avec la vérité ou la connaissance est un rapport éternel. Dans la deuxième proposition qu'on a niée dans le sujet, c'est que la recherche scientifique consiste effectivement à trouver des vérités définitives, à posséder la vérité. Autrement dit, la recherche scientifique peut être considérée comme définitive, comme définitive. Donc, je viens de trouver, de réussir mon amorce. Et maintenant, la deuxième étape serait de poser et reformuler le sujet. Pour le thème, je précise que soit vous pouvez dire il est question de la nature de la recherche scientifique, soit vous pouvez dire il est question du rapport entre la recherche scientifique et la vérité. C'est ça d'abord l'amorce. Je suis parti d'un contexte historique. Pour réussir votre amorce, vous pouvez procéder soit par définition, soit par citation, soit par constat général, soit par contexte historique. Et moi, ici, dans ce cas, dans cet exemple, j'ai décidé de procéder par contexte historique. Donc, s'il y a des gens qui veulent poser des questions sur ça, je réponds en vous disant, l'amorce peut être faite de plusieurs manières. Vous pouvez faire votre amorce en partant par la définition des concepts, soit par une citation, soit par constat général, soit par contexte historique. Et moi, c'est cette dernière option que j'ai choisie pour réussir mon amorce. L'amorce est la première étape de l'introduction. Et c'est ça que je viens de faire. Quand vous trouvez le thème, dans l'immédiat, vous pouvez partir du thème et poser les différentes théories qui ont été avancées par rapport à cette problématique. Avant de continuer sur la deuxième étape, poser et reformuler les sujets, est-ce que vous avez des questions spécifiquement sur l'amorce? Et je précise, spécifiquement sur l'amorce. Tout le reste, on verra étape par étape. Donc, toutes les questions que vous devrez poser doivent être en rapport avec uniquement l'amorce. Et avec le temps, nous allons progresser. Donc, celui qui veut poser des questions n'a qu'à poser. Oui, Fatoumata, Fatima, vous avez la parole. Fatima tout Fatima. Bonsoir, Bon, monsieur. bonsoir.
Monsieur, ici, on peut donner la définition de la science et de la philosophie en même temps. Par rapport à quoi? Comme, genre, la science et la philosophie sont deux disciplines rationnelles. Ça ne colle pas trop avec ce sujet-là parce que ici, c'est un sujet d'épistémologie. Ce n'est pas un sujet qui part du rapport entre philosophie et science. Mm. Oui. Et Mm. donc, pour vous éviter souvent de ne pas mélanger ou confondre les définitions, voilà pourquoi aussi on vous propose juste de chercher le thème et à partir de là, vous allez vous épargner de ces définitions. Parce que souvent, vous avez des difficultés à ce niveau, à définir les concepts selon leur contexte. Mm. D'accord. Mm. Qui d'autre a une Oui, question? merci. Je vous en prie. Euh, Fatoumata Diop, vous avez la parole. Fatoumata Diop, vous avez la parole. D'accord, nous allons continuer maintenant. Poser et reformuler le sujet. Dans cette partie, les choses sont simples. Vous posez le sujet, puis vous le reformulez. Ou encore, vous reformulez directement le sujet. Pour l'exemple que moi je vais donner, je pose le sujet, puis je le reformule. Alors, pour reformuler poser le sujet, il nous faut une phrase de transition. Donc, je commence par la phrase de transition. Je dis directement d'où d'où ce sujet. Soit vous dites d'où ce sujet, ou bien n'est-ce pas toute la pertinence de ce sujet, ou bien c'est dans cette logique que s'inscrit ce sujet, ou bien d'ailleurs c'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre tout le sens de cette affirmation. Donc vous êtes libre d'utiliser autant de formules que vous voulez. Mais moi, je vous donne l'exemple de la formule suivante. D'où ce sujet. Deux points, j'ouvre les guillemets. Pourquoi? Parce que ce sont les propos d'un auteur. Entre parenthèses et entre guillemets, je recopie le sujet. La science n'est pas la possession de la vérité, mais sa recherche. Je mets point à l'intérieur, puis je ferme les guillemets. Là, j'ai posé le sujet. Maintenant, je dois le reformuler. J'ai dit, soit en d'autres termes, ou bien autrement dit, ou encore, c'est-à-dire, c'est à vous de voir. Et si je choisis la formulation autrement dit, autrement dit, virgule, la science ou la recherche scientifique de la vérité est éternelle et non définitive. La recherche scientifique de la vérité est éternelle et non définitive. Point. Alors là, je viens de poser et reformuler le sujet. Troisième étape de l'introduction, c'est formuler la problématique. Donc, en trois, problématiques. Avant de continuer, est-ce que vous avez des questions par rapport à la partie poser et reformuler le sujet? Je vous le résume. J'ai dit, par rapport à cette partie, vous avez le choix. Soit vous reformulez directement le sujet et faire disparaître les guillemets, soit
Vous posez le sujet, c'est-à-dire en le recopiant textuellement, puis vous le reformulez. C'est à vous de voir. Donc, vous avez ces deux possibilités. Et vous choisissez l'option qui vous convient le mieux. Quant à moi, j'ai décidé de poser le sujet, puis le reformuler. Si vous avez compris, on passe. Sinon, s'il y a des doutes, vous levez votre main, vous posez une question et on continue. Alors, étape 3, problématique. Qu'en est-il de la problématique? Pour la problématique, vous avez au moins, avant de continuer, je vous précise d'abord ce qu'il faut entendre par problématique. La problématique, c'est l'ensemble des questions que l'on pose autour d'un problème. Et donc, ceux qui pensent que le problème est équivalent de la problématique, vous vous trompez. Par contre, le problème est inclus dans la problématique. Et donc, en formule mathématique simple, problématique égale problème philosophique plus thèse plus antithèse plus synthèse. Je mets synthèse en rouge. Pourquoi je mets ça en rouge? Ce n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation. Et donc, la problématique doit être constituée ou composée de problèmes, de thèses et antithèses au minimum. Cas pratique par rapport à notre sujet. On commence par le problème. Le problème, nous l'avons trouvé parce que dès à présent, au début, nous avons trouvé le thème et on l'a transformé sous forme de question. C'est ça notre problème. Et donc, pour formuler ma problématique, il me faut aussi une phrase de transition. Dans ce cas, je peux dire ainsi, virgule, les questions suivantes se posent. Deux points. Je commence par le problème. Puisque moi, des problématiques égale problème plus thèse plus antithèse plus synthèse. Donc, ainsi, les questions suivantes se posent. Comment se caractérise la recherche scientifique? J'enchaîne. Est-ce une recherche? Est-ce une recherche continue de la vérité ou est-ce une recherche continue de la vérité ou une détention ou une possession ou une possession, je peux même me limiter, ou une possession pour éviter la répétition. Et donc là, j'ai relié les deux, la thèse et l'antithèse avec le connecteur ou. Je souligne le connecteur en question. Je pouvais dire la recherche scientifique serait-elle une recherche éternelle de la vérité? Ou encore, ne peut-on pas dire quelle est une possession de la vérité? Ça aussi, je peux le faire. Mais j'ai relié les deux questions, les deux thèses, la thèse et l'antithèse, avec le connecteur ou. Donc, cette question renferme la thèse et l'antithèse. L'autre possibilité de problématique, l'autre modèle, vous pouvez directement, mais avant cela, je continue d'abord avec l'annonce du plan. On va annoncer le plan. Annonce du plan. 4. Annonce du plan. C'est simple. Vous pouvez dire, après avoir, après avoir justifié l'idée selon laquelle la recherche serait une quête
perpétuelle, virgule, nous allons aussi montrer que cette même recherche peut être considérée ou perçue comme définitive. Et là, j'ai annoncé le plan. Ou encore, si vous voulez, une deuxième possibilité de problématique, vous pouvez juste poser une seule question. Je dis, je fais comme ça, une autre manière de faire la problématique. Option 2, je mets ici NB. Une autre manière de faire la problématique. Vous pouvez directement venir et dire comment se caractérise, comment se caractérise la recherche scientifique. Ça, c'est la question, c'est le problème. Après avoir posé le problème, vous dites tout simplement, pour répondre, pour répondre à cette question, virgule, là, c'est une seule question. Nous allons, dans un premier temps, montrer en quoi, en quoi, en quoi la quête, en quoi la quête de vérité en science est permanente. Et dans un second temps, nous verrons que la recherche de la vérité en science peut aussi être définitive. Là, vous avez une autre possibilité de problématique. Mais dans tous les cas, je précise qu'une bonne problématique est celle qui d'abord met en avant le problème philosophique. Le problème philosophique est inclus dans la problématique. Et donc, dès le début de mes propos, je vous l'avais dit, par problématique, entendez par là le problème plus la thèse plus l'antithèse plus la synthèse. C'est l'ensemble du problème, de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse qu'on appelle la problématique. Et j'ai dit que la synthèse n'est pas une obligation. Et dans le développement, quand vous allez commencer à répondre, vous n'allez pas répondre
à la question du problème. La question du problème est juste une question neutre. Donc, dans le développement, vous allez commencer par d'abord développer la thèse, puis l'antithèse, et si vous avez fait une synthèse, vous faites la synthèse. Mais on ne répond pas à la question du problème philosophique. Et donc, pour récapituler par rapport à la problématique, j'ai bien dit que la problématique, c'est l'ensemble des questions que l'on pose autour d'une question principale que l'on appelle le problème. Et cette question est neutre, ce n'est pas la reformulation du sujet. Le problème est neutre, c'est le thème qu'on a transformé sous forme de question. Et j'ai dit, cette question, on ne la répond pas dans le développement. Dans le développement, vous allez juste répondre la thèse, l'antithèse et la synthèse si vous avez fait bien entendu la synthèse. Autre chose, le problème peut être formulé sous forme d'affirmation. Moi, j'ai pris l'option d'interrogation. Si c'est sous forme d'affirmation, après avoir posé et reformulé le sujet, vous pouvez juste dire ce sujet nous invite à réfléchir sur la problématique de la nature de la recherche scientifique. Et donc là, vous avez posé votre problème sous forme d'affirmation. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de problématique possible sans problème. Le problème est le critère qui permet de mesurer la compréhension du sujet par l'élève. Si on veut savoir si l'élève a maîtrisé le sujet ou pas, on regarde directement le problème. Il faut que vous ayez donc cette capacité de faire ressortir le problème. Alors, avant de continuer, maintenant, je vous donne la parole et vous allez me poser des questions si vous avez compris la problématique ou pas. Fatimatou Fatima, vous avez la parole. Fatima, vous avez la parole. Monsieur, j'ai pas compris au niveau du plan D. Au niveau du... Du plan. Le plan, c'est une affirmation juste des questions. Vous Mm, regardez bien. mm, On a dégagé la problématique. La problématique, elle est là. mm, Comment se caractérise la recherche scientifique? Question pour le problème. Deux, mm. est-ce une recherche continue de la vérité? Question pour la thèse. Ou une possession? Question pour l'antithèse. Alors, c'est ça que j'ai affirmé. J'ai dit, après avoir justifié l'idée selon laquelle la recherche scientifique serait une quête perpétuelle, ça c'est la thèse, nous allons aussi montrer que cette même recherche peut être perçue comme définitive. Question de l'antithèse qu'on a transformée sous forme d'affirmation. Est-ce que ça va? Monsieur, si permanent, comme ça, vous avez dit que dans un premier temps, montrer en quoi la quête de la vérité, en quoi la quête de vérité en science est permanente. Faut la comprendre. C'est ça que vous n'avez pas compris. Ouais, permanent. Permanente signifie éternel. Mais comme ça, si sujet bi jar nañu ko si montrer, ouais. Est-ce que vous pouvez parler français, s'il vous plaît? Oui, au niveau du sujet, on Oui. doit parler de permanent. Dans la première partie, vous allez montrer en quoi la recherche de la vérité en science est éternelle, permanente. Mm. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Et dans la deuxième partie, vous nous montrez que en science, on peut posséder la vérité. Mm. Mm. Est-ce que vous comprenez maintenant? Oui, oui, j'ai compris. Voilà. Euh, Merci. je vous en prie. Maintenant, nous donnons la parole à Lamine Niang. Lamine, vous avez la parole. Lamine, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce qu'on peut poser deux questions qui à la fois Je ne vous entends pas bien. Vous dites, problématique et le plan? j'ai du mal à vous Je entendre. dis, est-ce qu'on Vous peut dites poser deux questions? deux questions à quel niveau? Est-ce que vous Vous parlez de la m'entendez? problématique? Doucement. Au niveau du Niang, plan. Niang,
Au Non, niveau non, du non. plan, on ne pose pas de questions, on affirme juste, on annonce le plan. Oui, oui. Non? Non, je dis que est-ce qu'on peut poser deux questions qui est à la fois notre problématique et notre plan? Donnez un exemple. Pour vous faciliter la tâche, non, on ne peut pas poser deux questions, l'une pour le problème et l'autre pour le plan. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible. Oui, Dans la problématique, vous allez d'abord poser une question. Et cette question, c'est pour le problème. La deuxième question, c'est pour la thèse. Et la troisième, pour l'antithèse. Si vous faites une synthèse, vous posez quatre questions. Et après, vous allez les affirmer au niveau du plan. Est-ce que ça va? Non? Alors, Maimouna Tchadachao, vous avez la parole. Maimouna Tchadachao, vous avez la parole. Bon, nous allons donner la parole à Bineta Mbeng en attendant que Maimouna Tchao se prépare. Bineta Mbeng, vous avez la parole. Mbeng, Oui, vous avez la parole. bonsoir. Bonsoir. Monsieur, je voulais demander si au niveau de la problématique, Oui, nous avons pris en compte la thèse, l'antithèse et la synthèse, comme vous venez de dire. Euh, oui. est-ce qu'il sera nécessaire de faire un plan? Est-ce que les questions posées ne peuvent pas faire l'objet d'un plan? Bien sûr, mais il y a beaucoup de correcteurs qui sont réticents par rapport à ça. Je vous montre un canevas qui est partagé par tous les profs sans ambiguïté. Hmm? Ce que vous dites, par exemple, après avoir posé des Oui, questions, un, en disant comment se hmm, caractérise la nature de la recherche scientifique de la vérité, deux, oui, cette recherche est-elle permanente ou est-elle une possession de la vérité? Après avoir oui, posé ces questions, vous pouvez dire, hmm. voilà les questions autour desquelles nous allons mener notre développement. Oui, oui, oui. C'est ça que je Ça, c'est demande. ce qu'on appelle une phrase de clôture. Oui, formule bateau. Une bonne problématique peut faire l'objet d'un plan. Oui, oui. Mais il La s'avère que formule. certains profs ont du mal avec ça. Et donc, pour vous faciliter la tâche et que vous ne risquez pas de sanctions, vous Hmm. posez les questions, puis vous annoncez le plan. Ah, Mais ok. ou trois, vous avez le choix. Ok. Donc, pour la problématique, on peut poser juste une seule question. Et au niveau du plan, on va étayer la problématique. Non, vous posez le problème, puis vous annoncez directement le plan. On annonce directement le plan. Oui, ça, c'est l'option 2. Oui. Ok. D'accord. Ok. Merci. Merci Laëlle beaucoup. Sall, vous avez la parole. Laëlle Sall, vous avez la parole. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Bon, je voulais savoir si au niveau Est-ce que vous pouvez parler fort, s'il vous plaît? je voulais savoir si au niveau de la problématique, après avoir reformulé le sujet, on peut directement problématiser sans dire que, Non, il y a trop de bruit dans votre micro, sur votre entourage. Euh, je peux vous répondre directement parce qu'il y a trop de bruit et donc on ne peut pas vous laisser parler. Ce que j'ai à vous dire, c'est que ce que vous dites, ce n'est pas possible. En fait, c'est l'erreur et le problème pour beaucoup d'élèves. Vous voulez reformuler le sujet et en faire directement le problème. Ce n'est pas possible. La reformulation du problème et du sujet n'est jamais le problème. Le problème est une question neutre. C'est à partir de cette question que découlent toutes les thèses. Et même dans le commentaire philosophique, pour avancer la thèse, obligatoirement, il faut le problème. Et le problème découle du thème. Et donc, vous ne pouvez pas avoir une thèse sans problème. Et le problème, ce n'est pas la thèse. C'est ça qu'il faut vraiment vous dire. Le problème philosophique n'est pas la thèse. La thèse est une réponse par rapport au problème. Et donc, la reformulation du sujet ne peut pas faire l'objet d'un problème. Ça, ce n'est pas possible. D'autant plus que le problème est défini comme une question neutre
une question d'ouverture à partir de laquelle toutes les réponses peuvent être fournies ou apportées. Euh, Sorna Antacherlei, vous avez la parole. Sorna Antacherlei, nous vous écoutons. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, j'ai des problèmes avec l'amorce. Avec l'amorce. Oui. D'abord, souvent quand vous faites vos devoirs, vous utilisez quel type d'amorce? Est-ce par citation, par définition ou par contexte historique? Moi, souvent, je le fais avec le contexte historique. Pour le contexte historique, il faut d'abord comprendre où situer le sujet. Autrement dit, il faut comprendre le contexte du débat. J'ai dit que chaque sujet qu'on vous donne, sachez que c'est une thèse, c'est un point de vue. La question que vous devrez vous poser, à partir de quel débat ce point de vue a été donné? Exemple, imaginons que vous ayez deux frères. Soudain, l'un vient auprès de vous et vous dire, ma sœur, X m'a frappé. La question que vous devrez d'abord vous poser ou lui poser est de savoir, il t'a fait quoi? À la question, il t'a fait quoi? Vous êtes en train de lui dire, donnez-nous le contexte du problème. Et X ne peut pas venir directement et vous gifler. C'est quoi d'abord le problème? Ou quel problème as-tu avec lui? Et donc ça aussi, c'est naturel. Il peut vous dire, on a eu un problème autour de l'argent. Je voulais qu'on divise la somme de manière équitable. Et lui, il me dit, non, ça ne sera pas équitable parce que tu as moins de travail. Je travaille plus que toi et donc je vais prendre la grande partie et toi, tu vas prendre la petite somme. D'où la gifle ou d'où il m'a frappé. Et donc, vous voyez, X m'a frappé. Pourquoi? Parce qu'on a eu des problèmes sur le partage de l'argent. Donc ici, le partage de l'argent devient notre thème, devient notre problème. Comment avez-vous partagé l'argent? Il a partagé l'argent de manière équitable jusqu'à me gifler. Donc, partager l'argent de manière inéquitable jusqu'à me gifler est une réponse par rapport au problème de l'argent, de la division de l'argent. Donc ici, le problème tourne autour de la division de l'argent. Problème, comment avez-vous divisé de l'argent? On l'a divisé de manière inéquitable jusqu'au point qu'il me gifle. Et donc, c'est naturel. Et maintenant, pour faire ton amorce, tu peux partir de ce thème. En quoi faisant? Dès que tu trouves le thème, tu peux utiliser par exemple cette formule. Tu peux dire sur la question de, entre parenthèses, tu mets le thème. Par exemple, sur la question de la problématique de la division de l'argent, il y a eu des conflits entre deux enfants. L'un affirme que la division doit être équitable, or l'autre pense que la division doit être inéquitable. Très clair. Donc, on prend cet exemple. Sur la question de, je mets le thème ici, sur la question de la division de l'argent, sur la question de la division de l'argent, virgule, il y a eu des conflits entre les enfants. Point. Pour l'un, virgule, et là, si c'est en philo, pour certains, virgule, la division de l'argent
doit être équitable. Point virgule. Or, pour d'autres, elle doit être inéquitable. Point. Là, vous avez réussi votre amorce. Et donc, quelles sont les formules que j'ai utilisées ici? Les formules que j'ai utilisées sont les suivantes. Tu peux dire, sur la question de, entre parenthèses, tu mets le thème, virgule, il y a eu des débats. Point. Pour certains, pour certains, pour certains, virgule, vous donnez entre parenthèses ici, thèse 1. Or, pour d'autres, virgule, vous mettez thèse 2, c'est-à-dire thèse, antithèse. Et là, vous avez trouvé, vous avez fini votre amorce. Est-ce que là, vous comprenez? Pour celles qui viennent de me poser la question. Rose Stella, est-ce que vous avez compris? Rose, avez-vous compris la démarche? D'accord. Alors, maintenant, c'est ça qui a... Alors, là, c'est par rapport à la problématique et vous avez les formules qu'il vous faut. Nous allons maintenant, je vais vous faire le résumé de ce que j'ai dit à propos de l'introduction. L'introduction est composée de quatre parties. Vous avez l'amorce qui est là. Et j'ai dit que l'amorce peut être faite de plusieurs manières. Vous pouvez faire votre amorce par définition de concept. Vous pouvez amener le sujet par citation. Vous pouvez amener le sujet par constat. Vous pouvez amener le sujet par contexte historique. Dans notre cas précis, nous avons adopté l'approche contextuelle ou historique. Et pour réussir le contexte historique, cherchez d'abord le thème du sujet. Le thème, c'est le problème à partir duquel le sujet a été donné. Et le sujet constitue la thèse. Après avoir terminé votre amorce, vous avez la possibilité, par rapport à la partie appelée poser le sujet, soit vous reformulez directement le sujet, soit vous le recopiez, puis vous le reformulez. Dans cet exemple que nous avons donné, on a affirmé, on a posé le sujet, puis le reformulé. Étape 3, la problématique. J'ai commencé par vous rappeler que par problématique, il faut entendre par là problème plus thèse plus antithèse plus synthèse. Autrement dit, la problématique, c'est l'ensemble des questions que l'on pose autour d'une question centrale. Et cette question centrale est ce que nous appelons le problème. Est-ce que le problème est la reformulation du sujet? La réponse est non. Le problème n'est pas l'équivalent de la reformulation du sujet. Pourquoi? Parce que la reformulation du sujet est une réponse par rapport au problème. Le problème, ce qui le caractérise, c'est ça, c'est son caractère neutre. Le problème est une question neutre. C'est une question qui renferme tout le plan. C'est une question qui renferme toutes les thèses. Et donc, c'est une question d'ouverture. Est-ce que dans le développement, on va répondre au problème? La réponse aussi est non. Dans le développement, vous n'allez pas répondre à la question du problème.
Je vous ai dit que la question du problème est juste une question neutre, une question d'ouverture. Ouverture de quoi? De toutes les réponses de tout le plan. Et j'ai dit que le problème peut être formulé de deux manières. Soit vous pouvez formuler le problème sous forme d'affirmation, soit sous forme d'interrogation. La synthèse n'est pas une obligation, mais une recommandation. Alors, après avoir formulé la problématique, vous pouvez maintenant affirmer le plan, ce qu'on appelle l'annonce du plan. Ce que vous allez annoncer n'est rien d'autre que les questions de la thèse, de l'antithèse et de la synthèse que vous avez posées sous forme de questions. Une autre possibilité de problématique, vous pouvez poser le problème et à partir de cette question unique, annoncer directement le plan. Comme l'exemple que nous venons de donner. Comment se caractérise la recherche scientifique? Et directement, vous annoncez le plan. Ça, c'est l'option 2. Comment se caractérise la recherche scientifique? Pour répondre à cette question, nous allons dans un premier temps montrer en quoi la quête de vérité en science est permanente. Et dans un second temps, nous verrons que la recherche de la vérité en science peut aussi être définitive. Là, j'ai soulevé une seule question qui est le problème et à partir de là, j'ai affirmé le plan. Ou encore, vous pouvez poser des questions et vous clôturez avec une seule phrase. Par exemple, comment se caractérise la recherche scientifique? Cette recherche est-elle éternelle ou définitive? Vous dites, c'est autour de ces questions que nous allons mener à bien notre réflexion ou bien développement. Ça aussi, c'est possible. Donc, en grosso modo, pour la problématique, vous avez au moins ces trois options. Soit vous posez une seule des questions, puis vous annoncez le plan. Soit vous posez une seule question qui est le problème, vous annoncez le plan. Ou encore, vous posez des questions et au lieu d'annoncer le plan, vous faites juste une phrase de clôture et ça va. Voilà ce que nous avions eu à dire par rapport à l'introduction. Qu'en est-il du développement? Le développement est le lieu où l'élève doit respecter sa promesse. Cette promesse, elle est faite dans l'introduction. Vous avez promis à votre correcteur que dans le développement, c'est ça que je vais d'abord faire, puis ça et enfin ça. Et donc, dans le développement, si on voit que vous avez changé l'ordre, alors ça veut dire tout simplement que vous n'avez pas respecté votre promesse et c'est la sanction qui vous guette. Et donc, dans le développement, faites tout pour au moins exécuter le plan que vous avez annoncé. Parce que c'était une promesse. Et donc, nous vous attendons à ce que votre plan soit conforme à la chronologie du développement. Et donc, ça veut dire quoi? Vous avez d'abord annoncé que vous allez démontrer en quoi la quête de la vérité scientifique est éternelle ou en quoi la recherche scientifique de la vérité est éternelle. Une fois arrivé, vous avez deux possibilités. Soit vous pouvez faire une petite introduction, entrer en matière, puis commencer votre développement, c'est-à-dire la thèse. Soit vous énoncez directement la thèse. Comme par exemple, vous pouvez venir et dire, d'une part, virgule, nous pouvons dire que la recherche scientifique est éternelle. Mais avant d'en arriver, je vais vous préciser ou vous offrir quelques clés pour ne pas vous embrouiller dans le développement. Je vais essuyer ça, je vous montre ça vite fait. Ça vous permettra au moins de savoir où est-ce que je dois commencer.
Parce que souvent, vous hésitez dans le développement. Or, le développement est la partie la plus simple. Si vous respectez bien entendu les règles. Dans le développement, commencez, un, par énoncer la thèse. Deux, affirmer l'argument. Trois, expliquer l'argument. Quatre, illustrer l'argument. C'est ça qu'on appelle un paragraphe. Une fois terminé, deuxième paragraphe, vous sautez un alinéa, retrait, c'est-à-dire vous faites un retrait. Je mets ça comme ça, retrait. Une fois faire un retrait, on ne saute pas de ligne dans le développement. Maintenant, vous allez faire comment? Dans votre deuxième paragraphe, vous commencez par affirmer l'argument. On commence par les deux. La thèse, on ne l'énonce qu'une seule fois. Donc, en deux, j'affirme mon argument. Affirmer l'argument. Trois, expliquer l'argument. Quatre, illustrer l'argument. Une fois terminé, ici, vous faites une seule conclusion partielle. Conclusion. Conclusion partielle. Alors, ça, c'est la formule qu'il faut utiliser au minimum dans le développement. Pour chaque partie, il faut deux paragraphes. Minimum, deux paragraphes. Une fois terminé les deux paragraphes, vous faites une conclusion partielle. Et la conclusion partielle n'est rien d'autre que la reprise de la thèse ici, que vous allez juste reformuler. Maintenant, ça, c'est la théorie, c'est la formule. Nous allons faire la pratique. Cas pratique. Par rapport à notre sujet, cas pratique. Un, n'oubliez pas, énoncer la thèse. Je vais énoncer ma thèse. J'ai dit, d'une part, virgule, nous pouvons. Pourquoi j'utilise le verbe pouvoir? Parce que je dois relativiser pour ne pas me contredire, pour échapper à la contradiction. Je dis au correcteur, ce que j'avance est un point de vue parmi autant d'autres. Je ne formule pas une proposition universelle, mais particulière. Et donc, pour échapper à la contradiction, j'utilise le verbe pouvoir. Donc, j'ai dit, d'une part, nous pouvons dire que la quête de la vérité en science est éternelle. Je mets point. Ne vous compliquez la vie. Chaque partie du paragraphe doit être accompagnée d'une ponctuation. Sujet, verbe, complément. Ne vous fatiguez pas. Au moins dans le développement, tu sais par où commencer. Je respecte l'ordre de la construction du paragraphe. On me dit, règle numéro un, il faut énoncer la thèse. J'énonce la thèse. Règle numéro 2, il faut affirmer l'argument. Je vais affirmer l'argument. Mais comment je dois affirmer l'argument? Il me faut un connecteur. Quels sont les connecteurs logiques qui me permettent d'affirmer des arguments? Parmi ces connecteurs, vous avez, en effet,
Non, pas en effet. Vous avez tout d'abord, ensuite, enfin, ou bien, dans un premier temps, dans un second temps, ou bien, premièrement, deuxièmement, troisièmement. Voilà les connecteurs qui nous permettent d'affirmer l'argument. Alors ici, je dis d'abord. Là, une fois terminé, vous revenez à la ligne. Ici, vous sautez deux carreaux. Vous mettez d'abord, virgule. J'affirme mon argument. Alors, quel argument peut me permettre de soutenir la thèse sur laquelle la quête de la vérité en science est éternelle? Je peux dire d'abord, je choisis comme argument la complexité du réel. Je dis d'abord, le réel que les scientifiques étudient est complexe. C'est-à-dire difficile à connaître et complexe. Point. Là, j'ai affirmé mon argument. Mon argument, mon premier argument, c'est la complexité du réel ou de la réalité que les scientifiques cherchent à comprendre. Donc, argument un, si la recette de la vérité en science est éternelle, c'est parce que le réel qu'ils cherchent à comprendre est complexe. Je n'explique pas d'abord, j'affirme l'argument. Après avoir affirmé l'argument, maintenant, je dois l'expliquer. Quel connecteur peut me permettre d'expliquer un argument? Il y en a beaucoup. En effet, car, c'est-à-dire, autrement dit, ou encore deux points. Ici, deux points à la valeur de car, de en effet, ainsi de suite. Alors, je choisis en effet. En effet, virgule. Je continue mon explication. Qu'est-ce que je dois expliquer? L'argument que j'ai affirmé. Et cet argument, c'est la complexité du réel. Donc, je l'explique. En quoi le réel est complexe? En effet, le réel ne se dévoile pas si facilement et il est entouré de mystères. Ces mystères sont difficiles. Ces mystères sont difficiles à maîtriser. À maîtriser. J'ai expliqué mon argument. Maintenant, je dois illustrer. J'ai dit, avec un connecteur, c'est l'exemple de la matière noire et de l'énergie noire. Ces deux matières ne sont, ne sont toujours pas comprises
par les les scientifiques. Malgré les outils technologiques qu'ils disposent. Et là, j'ai expliqué, j'ai énoncé la thèse, j'ai affirmé mon argument, je l'ai expliqué et j'ai illustré. Alors, je dois faire, je dois construire mon deuxième paragraphe. J'avais dit d'abord, je regarde sur la même ligne, je dis ensuite, ça doit être aligné. Ensuite, virgule, mon premier argument, c'était la complexité du réel. Deuxième argument, ça sera quoi? La limitation de nos facultés. Vous comprenez? La limitation de nos facultés. Alors, j'ai dit ensuite, nos facultés avec, avec lesquelles nous cherchons à comprendre le réel sont limitées. Point. J'ai affirmé mon argument. Sont limitées. Je dois expliquer. J'avais dit là-bas, en effet, maintenant, je peux prendre 2 points. 2 points ici et l'équivalent de 4. 2 points. Je dis, je dis par exemple, je dis par exemple, certains de nos sens, comme nos yeux, ne peuvent pas, ne peuvent pas voir au-delà de certains seuils, comme la lumière ultraviolet. Donc, certains de nos sens, comme nos yeux, ne peuvent pas voir au-delà de certains seuils, comme la lumière violet. Effectivement, nos yeux ne peuvent pas voir en dehors de la lumière blanche. Nous ne pouvons que voir sous la lumière blanche. Et donc, je viens d'expliquer maintenant, je vais illustrer ça. Je fais recours à certaines espèces. Je vais comparer la vision de l'homme à celle du serpent. Je peux dire, par exemple, pendant la nuit, ce qu'un serpent peut voir, l'homme, quant à lui, ne le peut pas. Car
Ses yeux sont, sont limités. Et je viens de finir mon deuxième paragraphe. Alors, j'ai fait une conclusion partielle pour les deux paragraphes. Et je vous ai dit que la conclusion partielle n'est rien d'autre que la reprise de la thèse sous une autre manière. Vous dites donc, virgule, partons de ces arguments, virgule, nous pouvons dire que la quête de la vérité en science est éternelle. Point. Là, je viens de finir le développement de ma thèse. Vous pouvez continuer avec un troisième paragraphe, hein. Là, c'est juste un exemple. Je me suis limité avec deux paragraphes. Et si c'est vous, vous n'allez pas. Si vous savez que vous allez vous limiter juste à deux paragraphes, pas la peine de dire d'abord, ensuite. Vous pouvez juste dire premièrement, deuxièmement. Si c'est juste deux paragraphes. Maintenant, si c'est trois paragraphes, vous pouvez dire d'abord, ensuite et enfin. Et ceux qui vont continuer avec un troisième paragraphe, vous pouvez utiliser l'argument de la limitation aussi du langage, puisque dans votre cours, il y a un épistémologue du nom de Cohen, pour qui le langage avec lequel nous dialoguons, avec lequel nous discutons, avec lequel nous comprenons ou décrivons le réel, ce langage est incapable de dévoiler, de décliner toutes les propriétés du réel, toutes les faces du réel. Le langage est limité. Le langage est limité que dans le monde, comme le dirait, comment dirais-je, le langage ne peut pas traduire certaines entités, comme par exemple ce que Kant appelle les noumènes. Le langage ne peut pas contenir le concept de Dieu. Le langage ne peut pas contenir le concept de liberté, le concept de l'âme et du monde. Et donc, selon Cohen, le réel est supérieur au langage que nous-mêmes avons créé, que le langage que nous-mêmes avons formulé. Notre langage que nous avons créé, qui est culturel d'ailleurs, ne peut pas nous permettre de dire ou de décrire toutes les propriétés du réel. Exemple, avec le concept où on n'a pas encore trouvé un concept qui peut traduire l'idée de Dieu. Il n'y a pas un concept qui peut traduire l'idée de la liberté ou le concept de liberté ou le concept de l'âme, ainsi de suite. Bref, il y a de ces réalités. Le langage est incapable, atteint ses limites pour les traduire textuellement. Et donc, à ce niveau, il faut beaucoup faire attention. Vous pouvez faire recours effectivement à Willard Van Orman Quine. On peut aussi avancer d'autres arguments en science. Il y a ce qu'on appelle les théorèmes d'incomplétude de Gödel. Ceux qui font la série S le savent bien. C'est deux théorèmes. Le premier dit, en mathématiques, il y a des choses qui sont vraies, mais qu'on ne peut pas démontrer. Donc ça, c'est en mathématiques. Le premier théorème. Le deuxième théorème dit, un théorème peut être vrai sans que ce même théorème soit capable de démontrer sa propre validité. Les deux théorèmes réunis, c'est ça qu'on appelle le théorème de Gödel ou encore le théorème d'incomplétude. Un autre argument que nous pouvons avancer, c'est par rapport aux instruments que les scientifiques disposent. Ces instruments ont des limites, ne peuvent pas voir au-delà de certains seuils. Et donc, partons de la complexité du réel, comme la matière noire et les trous noirs que les scientifiques jusqu'à présent n'arrivent pas à décrire. Partons l'argument de la limitation de nos facultés. Partons l'argument de la limitation du langage, de l'imperfection des instruments.
nous pouvons dire que la recherche scientifique de la vérité est éternelle. Pourquoi? Parce qu'on est incapable de produire une connaissance définitive, une connaissance éternelle. En ce sens qu'à chaque étape, on rencontre d'autres difficultés et on pousse notre réflexion en tant que scientifique pour chercher encore d'autres réponses. C'est ainsi que l'histoire de la science nous montre l'évolution des théories. Au commencement, on avait cru que c'était la Terre qui était au centre de l'univers parce qu'on n'avait pas des moyens technologiques développés. Avec le temps, au XVIe siècle, cette thèse sera remise en cause, ou encore, cette vérité est remise en cause par ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Pour cette doctrine, ce n'est pas la Terre qui est le centre de notre système solaire, mais plutôt le Soleil. Attention, ne dites pas le Soleil est le centre de l'univers, c'est faux. Plutôt le système, notre système solaire. Parce qu'il y a énormément, énormément, des milliards et des milliards de systèmes solaires. Et donc, la thèse géocentrique a été remise en cause par la thèse héliocentrique. Et à un moment donné, on a cru que notre univers se limite au système solaire, à notre système solaire. Avec Einstein, on a compris aussi que ça aussi c'est faux. Donc, l'héliocentrisme aussi sera remis en cause. Notre système solaire ne définit pas la taille de l'univers. L'univers est au-delà de notre système solaire parce qu'il y a des galaxies. Et il y aura aussi Hubble qui va prouver ses prédictions de la relativité d'Einstein. Einstein aussi vous dira que la science doit être fondée sur un fondement solide et non sur l'incertitude. La physique quantique va aussi remettre ça en cause, que la science peut bel et bien se reposer sur l'incertitude. Voilà pourquoi l'incertitude est un des fondements de la physique quantique. Or, Einstein refusait cela. On ne peut pas fonder la science sur le tâtonnement, sur des probabilités. Quand on doit chercher un fondement à la science, ça doit être un fondement solide. Donc Einstein avait rejeté l'hypothèse de l'incertitude. Et donc, avec le physicien quantique du nom de Werner Heisenberg, dans son livre intitulé La partie et le tout, il va expliquer en quoi l'incertitude, effectivement, peut être bel et bien un fondement de la science. Et ce principe stipule le fait suivant. En science, on peut soit connaître la position d'une particule et non sa vitesse, soit on connaît sa vitesse et on ignore sa position, mais on ne peut pas connaître les deux en même temps. C'est ce qu'on appelle le principe d'incertitude de Heisenberg. Un autre argument aussi peut être avancé toujours dans le cadre de l'idée d'une quête perpétuelle de la science, c'est que à partir du XXe siècle, Einstein va révolutionner les fondements, va remettre en cause les fondements de la science. Et donc, du début jusqu'au 19e siècle, on croyait à l'hypothèse d'une vérité définitive en science, mais à partir du XXe siècle, avec les révolutions opérées par Einstein, on a compris que la science ne peut plus se prétendre de chercher ou de posséder la vérité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a énormément de choses à tenir en compte, il y a énormément de choses que nous ignorons, et par conséquent, pas de recherche définie, comment dirais-je, absolue, ou pas de possession de la vérité, mais la recherche scientifique est ce qui doit être une recherche permanente, sans fin. Et là, à ce niveau, on peut même comparer la recherche scientifique à celle de la philosophie. Si la philosophie se veut comme une recherche permanente de la vérité, à partir du XXe siècle, la recherche scientifique se veut aussi une quête perpétuelle de la vérité et non sa possession. Voilà ce qu'il y a lieu de comprendre par rapport à la thèse. Maintenant, cette thèse peut être remise en cause par rapport à notre deuxième possibilité. Autrement dit, on peut aussi défendre l'idée selon laquelle la recherche scientifique peut être une possession de la vérité. Et tout à l'heure, je viens effectivement de vous donner un éclaircissement, une conception par rapport à ça. Et si vous voulez démontrer l'hypothèse d'une possession de la vérité en science, comprenez que d'un point de vue chronologique, à travers l'histoire de la science, ça commence du début, si vous voulez, du début jusqu'au 19e siècle.
ou encore à la fin du 19e siècle. On avait cru, les scientifiques, à l'instar d'Isaac Newton, ils avaient cru qu'en science, on peut posséder la vérité. Quand vous regardez bien, la gravitation de Newton a duré pendant des années, avant des siècles même, avant que la relativité d'Einstein ne la remette en cause. Et donc, l'idée d'une possession de la vérité en science peut être soutenable. On peut aussi faire recours à un courant épistémologique appelé le positivisme logique ou encore le cercle de Vienne. Et là, je fais allusion à Rudolf Carnap, pour qui en science, effectivement, on peut posséder la vérité, on peut produire des vérités absolues, on peut produire des vérités définitives. Pourquoi? Parce que la science repose sur un fondement solide qui peut nous garantir la vérité. Et ce fondement n'est rien d'autre que l'observation. Autrement dit, si on se réfère de l'observation, on peut effectivement produire une connaissance absolue. Et donc, les scientifiques ont la possibilité, ont ce pouvoir de posséder la vérité, en ce sens que leur recherche est fondée sur la vérification et sur l'observation. Alors, comment faire la transition? J'ai fait une transition parce que je viens de finir la thèse. Avant de continuer d'abord, laissez-moi faire la transition. J'énonce l'antithèse et après je vous donne la parole. Le reste, vous allez compléter, vous allez vous exercer à la maison. Je fais la transition. Je ne saute pas de ligne. C'est toujours dans le développement. Je dis, toutefois, virgule, l'idée selon laquelle la recherche scientifique de la vérité est éternelle peut être remise en cause. Point. Là, j'ai remis en cause. J'ai dit, d'autre part, n'oubliez pas, j'avais dit d'une part, j'ai dit ici, d'autre part, virgule, d'autre part, virgule, on peut soutenir l'idée d'une possession de la vérité en science. Point. Là, j'ai énoncé, j'ai fait la transition en énonçant l'antithèse. Et ce que vous avez à faire, c'est c'est d'affirmer effectivement l'argument. Là-bas, vous avez dit d'abord, ensuite. Ici, vous pouvez dire, vous décalez. Dans un premier temps, virgule, la vérification peut être un fondement solide pour prouver la véracité d'une théorie scientifique.
Point. Là, j'ai affirmé mon argument. Après, je l'explique. Car, selon le cercle de Vienne, avec Carnap, virgule, la vérification reposant sur l'observation constitue un fondement solide pour distinguer ce qui est vrai, ce qui est vrai et scientifique de ce qui ne l'est, de ce qui ne, de ce qui ne l'est pas. Et là, j'ai expliqué mon argument, j'illustre, voilà pourquoi, selon Carnap, l'observation doit être le seul fondement de de la science. Et là, je viens de finir mon premier paragraphe de l'antithèse. Et maintenant, c'est à vous directement de faire le dernier paragraphe. Deuxièmement, retrait, vous mettez juste dans un deuxième, dans un deuxième temps, virgule, vous, effectivement, vous affirmez votre argument, vous l'expliquez, puis vous illustrez. Une fois terminé, vous faites votre conclusion partielle. Voilà ce qu'il y a lieu de comprendre en ce qui concerne le développement. En résumé, dans le développement, il y a un canevas à suivre. Vous allez toujours commencer par appuyer la thèse de l'auteur. Comment appuyer la thèse de l'auteur? Vous allez construire des paragraphes. Comment construire un paragraphe? Un paragraphe est construit et composé de thèses. Après avoir énoncé la thèse, vous affirmez l'argument. Après avoir affirmé l'argument, vous l'expliquez. Après l'avoir expliqué, vous illustrez. Une fois terminé le premier paragraphe, vous construisez votre deuxième paragraphe en faisant un retrait, ce que vous appelez alinéa. Dans le deuxième paragraphe, vous n'allez pas commencer par énoncer la thèse. La thèse, on ne l'énonce qu'une seule fois. Dans le deuxième paragraphe, vous allez affirmer l'argument, puis vous l'expliquez, vous illustrez. Vous pouvez vous limiter à deux paragraphes. Une fois terminé les deux paragraphes, vous faites une conclusion partielle. Soit vous pouvez faire trois paragraphes ou deux. Mais dans tous les cas, vous pouvez faire deux paragraphes après faire une conclusion partielle. Après avoir terminé la thèse, vous faites ce qu'on appelle une transition. La transition, elle est là. La transition, elle est là. La transition, c'est pour quitter la thèse vers l'antithèse. On a fait la transition et le même chemin continue. Et donc, c'est ça qu'il y a lieu de comprendre en ce qui concerne la partie appelée développement. Avant de faire la conclusion, avez-vous des questions d'abord sur le développement? Si c'est bon, je passe directement à la conclusion.
Ou bien vous me laissez conclure, après on va interagir. Je termine d'abord la conclusion. Après, vous allez parler. Conclusion. Donc, pour l'entité, c'est la même chose. Je mets comme ça, même cheminement. Conclusion. Pour la conclusion, les règles sont les suivantes. Un, bilan. Et quand on parle de bilan, c'est l'ensemble des grandes idées, c'est-à-dire c'est le plan. Et donc, commencez par présenter la thèse, puis antithèse. Et si vous avez fait une synthèse, vous faites, vous présentez aussi la synthèse. Après avoir terminé le bilan, règle 2, donnez votre point de vue. Pour le point de vue, soit vous êtes d'accord avec la thèse, soit vous êtes d'accord avec l'antithèse, soit vous êtes d'accord avec la synthèse. Après, vous expliquez votre position. Règle numéro 3, pour la conclusion, c'est la perspective. Je souligne. Pourquoi je souligne? La perspective n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation. NB. La perspective n'est pas une obligation, mais plutôt une recommandation. Voilà ce qu'il y allait de comprendre par rapport à la conclusion. Et donc, vous l'appliquez par rapport à ce qu'on vient de dire, vous avez votre conclusion. Si vous savez que vous ne pouvez pas réussir votre perspective, pas la peine, ce n'est pas une obligation. Maintenant, vous avez la parole. Ibrahim Dramé, Bonsoir, monsieur. Au niveau de la conclusion, est-ce qu'il existe des mots pour au niveau de relier là, de la conclusion générale? est-ce que vous pouvez parler fort, s'il vous plaît? Attends, je débranche. Je D'accord. dis, Précisez-nous d'abord, est-ce que votre question est orientée vers le développement, l'introduction ou la conclusion? la conclusion générale, Conclusion générale. oui. D'accord. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Est-ce qu'il existe des mots qui peuvent relier, par exemple, la thèse, quand on explique la thèse, ensuite l'antithèse et la synthèse, est-ce qu'il existe des connecteurs qui nous permettent de les relier, quoi? Je comprends. Vous êtes en train de me demander de vous proposer un modèle de conclusion. Oui, 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 Ah, d'accord, on est à effectivement. votre service. Cas pratique. Maintenant, je vais vous laisser poser vos questions. Une fois terminé, après, je vous propose, je vous donne un modèle. D'accord. D'accord. Maintenant, Moustapha Ndiaye, vous avez la parole. Moustapha, nous vous écoutons. Moustapha, vous Oui, avez la parole. c'est sur le développement. Vous reprenez. J'ai du mal à vous entendre. Sur le développement. Sur le Votre développement. micro, ça Monsieur. ne va pas du tout. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Bon, laissez-moi terminer d'abord la conclusion. Après, je vous redonne la parole. Ah, Conclusion, cas pratique. Vous pouvez dire, par exemple, en résumé, virgule. Déjà, souvenez-vous de votre amorce. Votre amorce seule peut vous suffire pour faire la conclusion. Vous allez juste ajouter votre point de vue. Vous pouvez dire en résumé, sur la question de la recherche de la vérité en science,
Nous avons vu, d'une part, que cette recherche se définit comme éternelle. Et d'autre part, nous avons aussi remarqué qu'elle peut qu'elle peut aussi être perçue comme une possession de la connaissance, c'est-à-dire de la vérité. Point. Là, je viens de faire le bilan. Maintenant, je donne mon point de vue. Je dis, en ce qui nous concerne, on ne dit pas d'après moi, en ce qui nous concerne, virgule, soit vous dites d'après nous, ou bien pour nous, ou selon nous, ou d'après notre avis. En ce qui nous concerne, virgule, vu la complexité, là je rappelle moi des arguments, vu la complexité du réel, virgule, la limitation de nos facultés, virgule, la limitation de nos facultés et du langage, nous pouvons dire, nous pouvons dire que la science doit chercher la vérité de manière éternelle ou perpétuelle. C'est la même chose. De manière éternelle. Sans jamais prétendre, sans jamais prétendre à la posséder. Comme le dit Bachelard. Deux points, j'ouvre les guillemets. La science avance par erreur et par rectification, c'est-à-dire par essai. Alors là, je viens de finir ma conclusion. Si vous voulez dégager une perspective, vous pouvez dire ainsi, virgule, ne peut-on pas dire que la philosophie
doit, ou bien j'ai dit, pas seulement la philosophie, peux dire, ne peut-on pas dire, ne peut-on pas dire que, que toutes les sciences ou formes de connaissances doivent aussi être en quête permanente de la connaissance, en quête permanente de la connaissance ou de la vérité. Et là, c'est une manière de dire, ce n'est pas uniquement à la science, ce n'est pas seulement la science qui doit être une recherche permanente de la vérité, mais aussi toutes les autres formes de connaissances, que ce soit les mythes, que ce soit la religion ou la magie, doivent être en quête perpétuelle de la vérité. Donc voilà ce qu'il y a lieu de savoir par rapport à ce sujet, plus précisément pour la conclusion. Maintenant, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez me le lire, la deuxième partie, l'antithèse? L'antithèse. Oui. Nous avions dit que l'entité dans l'entité, ce qu'il faut défendre, c'est que la recherche scientifique peut aussi être considérée comme une possession de la vérité. Et j'ai dit que pour défendre cette thèse, vous pouvez faire recours à un courant philosophique et épistémologique qu'on appelle le cercle de Vienne. En l'occurrence, un auteur appelé Rudolf Carnap, pour qui la science doit être reposée sur la vérification, sur l'observation. Donc, l'observation étant le fondement de la science, pour nous garantir l'idée d'une vérité absolue. Exemple, il y a un stylo noir sur la table ou bien il y a un téléphone entre vos mains. Si on vient, on regarde avec nos yeux qu'effectivement que vous avez un téléphone dans vos mains, alors ça veut dire que ce que j'ai dit correspond à ce que je vois. Dans ce cas, c'est une vérité absolue. On a possédé la vérité parce que, tout simplement, on a décidé de reposer la science sur l'observation, sur la vérification. C'est comme vous, actuellement, vous avez un téléphone. Mais moi, je ne vous vois pas. J'ai dit que vous avez un téléphone dans votre main. Et si quelqu'un regarde avec ses yeux et qu'effectivement, ce que j'ai dit correspond à ce qu'il voit, alors on a possédé la vérité. Est-ce que là, vous avez compris? Oui, monsieur. Oui. Merci alors. Euh, Tasley, vous avez la parole. Tasley, vous avez la parole. Oui, monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Au fait, quand on doit prendre un exemple, est-ce qu'on peut prendre un exemple dans la vie courante? Mais bien sûr, pour les exemples, je précise, vous pouvez illustrer soit à partir des exemples de la vie quotidienne, soit une citation que vous allez citer directement avec les guillemets, soit si vous oubliez de citer la citation textuellement, vous pouvez faire disparaître les guillemets et vous mettez deux points. Là, vous allez paraphraser. D'accord, merci Voilà. beaucoup. Merci. Nous donnons la parole à Morceau. Mor, vous avez la parole. Morceau, vous avez la parole. Bon, on saute mort parce que là, ça ne marche pas. Mamadou Lamine Diouf, vous avez la parole. Mamadou Lamine Diouf, vous avez la parole. Bon, nous donnons la parole à Fatou Diakhaté. Diakhaté, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Ah, bonsoir. J'ai une question. Vous pouvez revenir sur l'introduction parce que je crois que j'ai pas compris. Vous venez d'arriver. Non, j'étais là depuis D'accord. Quelle le partie de développement, l'introduction n'avez-vous pas comprise? les étapes.
toutes les étapes. Oui, je n'étais pas là. Ah, c'est ça que j'ai dit. Vous n'étiez pas là depuis le début. Oui. On a dit que l'introduction est composée de quatre parties. L'amorce, poser le sujet et le reformuler, la problématique et l'annonce du plan. C'est comme le français, la Bon, dissertation du français. non, il y a une différence. Ne comparez pas les deux approches. Vous maîtrisez juste ce qu'on vous dit. J'ai dit que Oui. l'introduction est composée de l'amorce, poser et reformuler le problème, dégager la problématique et l'annonce du plan. L'amorce, c'est la première étape de l'introduction. Et cette amorce-là peut être faite soit par définition des concepts, soit par contexte historique, soit par citation, soit par constat général. Et nous avons décidé de procéder par contexte historique. Et c'est ainsi que j'ai dit, pour réussir une bonne amorce en procédant par contexte historique, cherchez d'abord le thème du sujet. Le thème du sujet. Et à partir du thème, vous pouvez effectivement réussir votre amorce. C'est l'exemple que nous venons de donner dans notre introduction. Dans le sujet, il est question de la nature de la recherche scientifique. On a dit que la question de la nature de la recherche scientifique pose de sérieux débats entre les scientifiques. Pour certains, la recherche scientifique consiste à produire des vérités absolues. Or, pour d'autres, cette quête scientifique de la connaissance est éternelle. Donc, nous venons de réussir notre amorce. À partir de là, on a posé et reformulé le sujet. C'est ça qui est là. La science n'est pas la possession de la vérité, mais sa recherche. Reformulation, autrement dit, la recherche scientifique de la vérité est éternelle et non définitive. Après cela, nous avons posé notre problématique. Et j'ai dit que par problématique, entendez par là problème plus thèse plus antithèse plus synthèse. C'est l'ensemble de tout ça qu'on appelle la problématique. C'est ainsi que nous avons formulé trois possibilités. Vous pouvez poser des questions après annoncer le plan, ou bien vous posez le problème seulement, à partir de là, vous annoncez le plan, ou encore vous posez des questions sans annoncer le plan, vous donnez juste une seule phrase qui va clôturer tout ça. C'est ça que nous avions dit à propos de l'introduction. Est-ce que là, ça va? Oui, merci. Je vous en prie. Et donc, faites tout pour la prochaine fois être là à temps. Comme ça, je vais vous intéresser en premier. Alors, on donne la parole à Mohamed Diouf. Diouf, vous avez la parole. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bon, dans le développement, Oui, si on doit illustrer l'argument oui. et avec une citation, si on a perdu le nom de l'auteur, que devrait faire dans ce cas? Si vous oubliez le nom de l'auteur, Oui, bon, vous sortez, hein, vous donnez un autre exemple. Vous ne pouvez pas sauter quand même le nom de l'auteur et après vous dites, c'est ainsi que d'après euh, un scientifique. Non, ce n'est pas du tout correct. Si vous avez oublié le nom de l'auteur, je peux comprendre que vous oubliez oui, de mémoriser en substance toute la citation, mais oublier le nom de l'auteur, là, c'est grave. Dans ce cas, la seule solution, varier. ok. Et D'accord. donc, dans ce cas, on peut pas reformuler la citation et ne pas mentionner le nom de l'auteur ou... Ah non, 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 non. Là, ce n'est pas possible. On suppose que c'est un exemple de la vie courante. Et ce n'est pas... Là, dans ce cas, vous n'avez pas cité. D'accord, d'accord. D'accord. Et si on... Ndeye Anterlay Diagne, vous avez la parole. Bonjour, monsieur. Ah, bonsoir, ça va, vous allez bien? Bonsoir. Ça va? Bonsoir, ça va bien. En fait, notre prof nous avait dit que on peut faire des citations sans mettre le nom de l'auteur. Oui, il Bon, nous vous l'avait savez, dit. les profs n'ont pas les mêmes Oui. réalités. Mais moi, ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas attribuer une idée sans connaître le nom de l'auteur. Elle avait dit qu'on peut improviser. Ah non, là, on n'improvise rien. C'est la science. La science, elle est exacte. Aussi, il est impératif de faire des exemples dans la vie courante, aussi en faisant des citations. On peut faire on peut donner des exemples dans la vie réelle et ne pas donner de citations, ou bien.
Euh, C'est impératif. bon, d'accord. Je comprends parfaitement votre inquiétude. D'abord, vous enlevez impératif de donner des exemples dans la vie courante. Ce n'est pas un impératif. Autrement dit, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez illustrer soit par citation, soit Oui. par exemple dans la vie courante, soit Mm, si vous ne mémorisez pas textuellement les propos de l'auteur, vous faites disparaître les guillemets, vous mettez juste 2 points. mm. Donc, par rapport à votre question, est-ce qu'on peut donner des exemples de la vie courante? Oui, on peut donner des exemples de la vie courante sans donner des citations, mais Ah, à condition que ces d'accord, exemples soient en adéquation avec effectivement l'argument. d'accord. Donc, si on ne donne pas de citation, c'est pas une faute. Non, ce n'est pas une obligation. D'accord. Nous allons choisir deux parce qu'il est l'heure, vous allez devoir nous excuser et puis on va clôturer par là. Fatima, cette fois-ci, je pense que votre micro, ça marche. Oui, oui. D'accord. Les sujets qu'on propose au S en général, ça porte sur les sciences, ou bien? Ah, vous aurez forcément, obligatoirement, un sujet sur l'épistémologie, puisque c'est le domaine par excellence sur lequel on vous évalue. Donc, obligatoirement, oui, vous aurez un sujet sur l'épistémologie. Oui. Et attention, ce n'est Mhm. pas parce que vous avez fait le domaine 1, philosophie et sciences, que c'est ça qui constitue l'épistémologie. Non, l'épistémologie est un domaine à part dans votre programme. Oui, D'accord. Et d'accord. je vais vous proposer 5 sujets qui vont résumer tous les chapitres de votre cours d'épistémologie. Après, vous allez vous exercer là-dessus. C'est bon? D'accord, oui, oui, c'est bon. Il n'y a aucun souci. Oui, merci. Je vous en prie, une dernière intervention parce qu'il est l'heure, hein. Il y a Fatou Non, Fatou, on l'avait interrogé. Ndei Antalay Diagne. Oui, Ndei Antalay Diagne, vous avez la parole. J'avais déjà pris la parole. Ah, d'accord. Donc, vous coupez Comme, votre micro. Marem Diouf. Marem, on donne la parole à Djibi Mbaye dans ce cas. Djibi, vous avez la parole. Djibi Ndiaye, vous avez la parole. Là, ça ne va pas avec Djibi. Marie-Pierre, Bonsoir. d'accord, oui. Djibi, oui. Très bien. Vous pouvez parler fort, s'il vous plaît. On a du mal à vous entendre. Je disais que au niveau du développement, Oui, si par exemple euh, la, la thèse oui, de l'auteur, après oui. avoir mis on met tout juste après la thèse la tradition ou bien après l'antithèse. Je n'ai pas bien compris. Vous dites? Si on met la transition après la thèse ou bien après l'antithèse. Si vous faites la transition, vous mettez directement, vous énoncez directement l'antithèse. Ok. Ah, On d'accord. ne prend pas d'alinéa ou bien c'est comme ça. Non, après, pour mettre la transition, il faut faire un alinéa. Et dans cet alinéa, dans la transition, c'est là-bas où vous énoncez la thèse. Maintenant, vous allez faire un autre retrait pour au moins affirmer l'argument. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Vous allez devoir nous excuser. Je parle de Morceau, Abdou, Dien. Non, vous allez devoir nous excuser pour aujourd'hui. Comme je vous l'avais dit, la plateforme, elle est là pour vous accompagner, pour vous booster, surtout par rapport à ce dernier virage. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est que ne soyez pas paresseux, ne soyez pas ces élèves qui restent à la maison. Au lieu d'apprendre, ils vont rester à discuter sur les éventuelles possibilités de sujets qui vont sortir, perdre leur temps pour ne rien faire. Donc, ne vous laissez pas emporter par ces genres de choses. Restez concentrés, inscrivez-vous sur la plateforme. Vous allez bénéficier énormément d'explications de contenu, d'autant plus que vous n'aurez que des sujets de bac corrigés. Et donc, soyez concentrés davantage. Préparez les sujets, préparez des questions que vous n'avez pas comprises. Une fois arrivé ici, vous les posez ou bien vous nous les laissez sur la plateforme.
Dès qu'on entamera le cours, effectivement, nous allons revenir sur tout ça. Et donc, la plateforme Takan Academy vous remercie énormément et nous sommes là pour vous soutenir, vous épauler. Toutes les questions qui vous taraudent, vous pouvez les poser. Il y a des psychologues qui vont vous conseiller. Vous pouvez interagir avec les profs à n'importe quel moment pendant le cours. Et donc, préparez-vous pour les autres cours. Nous vous disons merci pour aujourd'hui et bonne chance.